Ça me fait peur rien que d'y penser. Ça a commencé avec une main ou une jambe dans une position différente, mais c'était rien comparé à ce qui s'est passé cette nuit. Je sais plus quoi faire. Je sais qui appeler. Annabelle est un film d'horreur américain sorti en octobre 2014 et premier opus d'une trilogie consacrée à la poupée maléfique. Qu'est-ce que t'as pas compris dans le titre de la chaîne? Effectivement, mais c'est le second film du Conjuringverse, juste après l'excellent Conjuring les dossiers Warren. C'est toujours pas une suite, on est d'accord. Effectivement, il s'agit plutôt d'un spin-off qui se concentre sur la malaisante poupée Annabelle aperçue dès l'introduction de Conjuring. Néanmoins, si j'ai décidé de vous en parler, c'est pour une simple et bonne raison, j'avais envie. Le film s'inspire d'une poupée bien réelle, entreposée chez Ed et Lorraine Warren, qui d'ailleurs ne lui ressemble pas vraiment, mais qui heureusement s'appelle bien Annabelle. C'est sûr que Robert, ça aurait été moins... différent, quoi. Avec une poupée aussi effrayante et un premier long métrage rapidement considéré comme une référence dans le cinéma horrifique, ce spin-off possédait tous les ingrédients de la réussite. Je sais pas pourquoi je vous laisse espérer comme ça. Annabelle débute par un texte certainement inquiétant car écrit en rouge que je vais vous retranscrire grâce à mes talents de traducteur. Les poupées sont adorées par les enfants, chéries par les collectionneurs et utilisées dans des rites religieux. Ça valait la peine de le traduire. Puis on enchaîne avec des femmes qui racontent leurs mésaventures depuis qu'elles possèdent cette poupée, une introduction quasi identique à celle de Conjuring avec des plans repris directement de celle-ci, Sans aucun doute les plus réussis du film. avant que le titre ne fasse son apparition, toujours écrit en rouge car le rouge, ça fait peur. Pas le temps de niaiser, donc direction l'église où l'on découvre nos héros par défaut, à savoir Mia et John qui visiblement préféraient regarder téléfoot plutôt que d'écouter ce sermon. Heureusement, celui-ci ne dure pas longtemps et ils rentrent chez eux en compagnie de leurs voisins qui nous font subtilement comprendre que Mia est enceinte, au cas où certains pensaient qu'elle faisait de l'aérophagie. Un bébé qui aura la chance de dormir dans cette chambre à la déco originale. C'est bien ce qu'on dit quand c'est moche. Et ça ne va pas s'améliorer puisque John lui offre un cadeau et devinez ce que c'est? Un abonnement de NordVPN. Vous aussi profitez du... Oh, attends, tu sais qu'on n'est pas sponsor là. Ah bah ouais, t'as raison. Bah c'est juste la poupée du coup. Une poupée que toute personne censée trouverait malaisante, mais bon, elle a l'air super contente et décide même de la mettre en évidence sur l'étagère histoire de bien traumatiser son gosse. Voilà, pile à sa place. C'est pas la déchetterie pourtant. La nuit suivante, Mia est réveillée par un cri venant des voisins et demande à son mari d'aller voir pendant qu'elle s'amuse à cache-cache, mais elle n'est pas très forte. Résultat, elle se fait poignarder, effrayant le caméraman qui ne sait plus comment tenir sa caméra, et ce jusqu'à l'intervention très rapide des policiers, puisque le commissariat se trouve visiblement de l'autre côté de la rue. Mais elle les a pas appelés. Envoyez une ambulance. Une ambulance dans laquelle finalement elle repart, apercevant au passage la poupée dans les bras de ses agresseurs. Finalement plus de peur que de mal, et en voyant la poupée, Mia prend enfin une bonne décision. On va s'en débarrasser. A plus la poupée du coup, mais l'esprit est toujours là et a une soudaine envie de popcorn, ce qui provoque une explosion à faire jalouser Michael Bay. Sauf que la réactivité c'est pas vraiment son fort et Mia s'en rend compte quand toute la cuisine flambe. Évidemment elle tente de fuir, sauf que l'agilité c'est pas vraiment son fort non plus. À ce niveau-là,
Ça s'appelle la sélection naturelle. Heureusement, les voisins arrivent pour la secourir et son mari, qui définitivement ne sert à rien à part lui attirer les emmerdes, arrive à l'hôpital où il découvre cette petite fille qui, étrangement, va très bien, en tout cas mieux que Mia qui n'a plus envie de retourner vivre dans leur maison. La petite famille déménage dans un appartement où la madame passe visiblement un peu trop de temps à épier ses voisins. Et là, C'est pas sur le ventre qu'elle est tombée. Et comme ses voisins sont sortis, elle décide de faire de même et retourne pour la première fois à l'église avec sa fille, ce qui n'a pas échappé au prêtre qui s'empresse de leur demander une photo. Pas d'amalgame. Sur vos genoux, c'était très bien. Pas d'amalgame. Une fois rentrée, Mia déballe le dernier carton et là, devinez sur quoi elle tombe. Si tu me dis un abonnement NordVPN, j'arrête la chronique. Bah non, c'est complètement absurde. Sur la poupée, évidemment. Toutefois, elle refuse de la jeter parce que sinon, générique. Ça n'aurait pas été plus mal. Et surtout parce que, c'est toi qui me l'avais offerte. ainsi, sans même passer un petit coup de chiffon dessus, parce que bon, elle n'est plus très propre quand même, elle décide de la remettre bien en évidence sur l'étagère. Elle a trouvé sa place. Définitivement, non. Ce n'est guère une surprise si le soir même elle perçoit une étrange présence derrière le rideau. N'écoutant que son courage, elle s'approche, doucement, très doucement, à son rythme, et se fait surprendre par un courant d'air avant que sa machine à coudre ne s'allume. C'est le fantôme de Christina Cordula ou quoi? Mais elle n'est pas morte. Artistiquement, si. C'est alors qu'après un nouveau courant d'air, une petite fille est prise d'une étonnante poussée de croissance, mais en fait il n'y avait personne. Chamboulée, Mia raconte sa journée à John qui lui répond Je crois qu'on devrait consulter. Ah bah, enfin quelque chose de sensé. Alors nous nous en remettons à l'église, mon père. mais il repart bredouille, ou plutôt brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. En quête de réponse, Mia fait appel au monsieur qui a enquêté sur le meurtre de ses voisins, et ce dernier lui apprend que l'assassin était leur propre fille, une certaine Annabelle, qui avait rejoint une secte pour communiquer avec des entités pas cool comme... Le diable, Ah oui? des démons, Mais encore? la petite souris. C'est affreux. Bref, le starter pack des emmerdes, mais la madame, c'est une warrior. Elle aime le danger, elle se rit du danger, et du coup, elle attend la nuit pour descendre seule à la cave. Ce qui devait arriver arriva, et elle se fait attaquer par une force démoniaque dont le but n'est apparemment pas de la tuer, mais simplement de jouer avec elle à 1, 2, 3 soleil. Bouh! Ta bouchée était nulle. Bien décidée à prendre le démon par les cornes, Mia se rend dans une librairie détenue par l'une de ses voisines à la recherche d'un bouquin sur les démons. Allez, 4. Un bouquin qu'elle s'empresse de lire lorsque soudain, un bruit se fait entendre dans la chambre du bébé. Elle s'y précipite et se fait à nouveau surprendre par un courant d'air, Mais va fermer ta fenêtre, bon sang. avant d'apercevoir l'entité qui maintenant a envie de jouer à la poupée. Heureusement, le scénariste se souvient qu'elle a un mari qui chasse le démon à la force de son charisme. Et que fait-on lorsque l'on se retrouve nez à nez avec un revenant, un spectre ou un fantôme? On appelle SOS fantôme. ou alors la seule personne qui acceptera de venir. C'est comme ça que le prêtre se voit contraint de repartir avec la poupée. Merci. Je vous en prie. Mais pas d'inquiétude, car il va bien, enfin, il va quoi, et se met à crier sur Mia avant que courant d'air, le sol se met à trembler et la musique s'allume toute seule. Du coup, la voisine en déduit que... On doit s'en aller vite. Perspicace. Elle va donc chercher son bébé, sauf que quand elle arrive dans la chambre, a plus le bébé. Par contre, elle entend une voix qui lui répète... au cas où le message n'était pas assez explicite. La fenêtre s'ouvre, ce qui provoque un dernier courant d'air, et Mia fait genre elle est prête à sauter pour offrir son âme, mais sans grande conviction car John la ramène facilement dans l'appartement. Comme personne ne veut se dévouer, c'est la voisine qui s'y colle alors que elle ne les a vus que 2 fois. Elle est vraiment gentille, cette voisine, hein. Enfin, était du coup. Mais c'est pas grave car tout le monde est content. La caméra s'envole vers le ciel accompagnée d'un fondu au blanc annonçant la fin. Mais en fait non, puisque l'on retrouve la poupée dans une boutique histoire de terminer sur un cliffhanger annonçant la fin. Mais en fait toujours pas, puisque l'on retrouve la poupée chez les Warren où il se passe autant de choses que pendant le reste du film. C'est-à-dire, rien. Et là c'est enfin la fin de Annabelle. On est d'accord que le but d'un film d'horreur, c'est de faire peur. Non, parce que ça a l'air évident comme ça. Et pourtant, j'ai l'impression que personne sur Annabelle n'en connaissait la définition, à tel point que je me sens obligé de poser une question que je n'aurais jamais cru me poser. Flash McQueen, il a une assurance vie ou une assurance auto? Alors, je pensais plutôt à qu'est-ce que la peur. La peur est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger, comme quand je pars de chez moi et que je ne sais plus si j'ai bien fermé la porte, comme quand je vais pisser pendant un live et que je ne sais plus si j'ai bien mute le micro, comme quand je rentre tard de chez... Bon, tu vas pas nous raconter toute ta vie non plus. Toujours est-il que la peur est une émotion puissante et incontrôlable, et évidemment propre à chacun, qui inspira le cinéma dès ses origines avec Le Manoir du Diable de Georges Méliès, regardez comme ça fait peur, qui est considéré comme le premier film d'horreur de l'histoire. Oui. Enfin non.
Enfin, ça dépend quoi. Puisque pour certains, il faudra attendre les années 20 avec Le cabinet du docteur Caligari, film issu de cette vague expressionniste allemande qui nous offrira par la suite l'une des œuvres les plus importantes du genre avec Nosferatu le vampire. Influencé par cette émergence soudaine, le cinéma américain ne tarde pas à s'en approprier les codes. Oh, non, c'est pas leur genre. Avec la sortie de Notre-Dame de Paris, point de départ d'Universal Monster qui régnera sur les films de monstres pendant près de 4 décennies. Ces œuvres que je cite pour vous faire croire que je suis culturé partagent de nombreux points communs. Déjà, ils sont en noir et blanc. Ça n'a rien à voir avec la peur. Ils sont également muets. Toujours rien à voir. Et ils possèdent certaines techniques qui codifieront le cinéma horrifique. Des codes qui évolueront au gré de l'histoire, s'enrichiront de métrage en métrage, jusqu'à faire de l'horreur une catégorie complexe ne pouvant se résumer à un seul genre. Bah oui, allons-y, pourquoi faire simple? Selon le réalisateur Michael Armstrong, connu pour des films comme... Pour des films, il existe 7 sous-genres servant de base scénaristique. Les morts-vivants, les tueurs psychopathes ou déséquilibrés, les métamorphes, les créations monstrueuses de l'homme, les revanches de la nature, les monstres venus de l'espace, l'occulte. Bien que partageant un but commun, chacun de ces sous-genres possède leurs propres règles. Ainsi, le slasher s'appuie sur un... Non mais tu vas pas parler de l'occulte plutôt? L'occulte s'appuie sur une menace que la raison ne peut expliquer, dont la présence néfaste s'intensifie durant le métrage grâce à la complémentarité des procédés narratifs et cinématographiques. Des procédés dont l'analyse permet d'identifier quels sont les bons films d'horreur et les autres, comme l'illustre parfaitement la comparaison entre Annabelle et Conjuring les dossiers Warren. Je vous laisse deviner lequel est réussi. L'une des principales forces de Conjuring repose évidemment sur le couple Warren, brillamment écrit et tout aussi bien interprété par Patrick Wilson et Vera Farmiga, mais aussi sur l'empathie que l'on ressent pour cette famille totalement dépassée par les événements. Un sentiment renforcé par la vulnérabilité des plus jeunes membres, puisque c'est bien connu, c'est bien plus impactant quand ça touche les enfants, Ouais. ou quand ça touche les animaux. Oh non, pas ça dit. Une famille semblable à 1000 autres, renforçant ainsi l'identification et le caractère imprévisible de la menace, qui finalement ne rêvait que d'une vie meilleure alors que celle-ci se voit plongée en plein cauchemar après leur emménagement dans une nouvelle maison. En même temps, quelle idée d'acheter un truc pareil. Alors oui, hein, chacun ses goûts, mais bon, dès l'extérieur, ça ne sent pas vraiment la joie de vivre, et c'est encore pire à l'intérieur avec ses tapisseries noircies par la moisissure, ce qui en fait un parfait décor pour un film d'épouvante. À défaut d'en faire un bon investissement. Cette maison est un antagoniste à part entière, mis en avant sur l'affiche, pleinement exploité par le récit et soigneusement éclairé grâce à une parfaite gestion de la lumière afin de garantir une immersion totale du spectateur dans cette atmosphère anxiogène. Faut voir la maison. Une atmosphère que l'on retrouve dans de nombreux films de James Wan, un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement puisqu'il m'a offert le twist le plus marquant et le jumpscare le plus effrayant de ma vie de cinéphile, et ce en partie grâce au talent du directeur de la photographie, John R. Leonetti, Connais pas. le réalisateur d'Annabelle. Le film dont on parle aujourd'hui. Ah, bah, évidemment. La mise en scène étant confiée à un chef opérateur de métier, il aurait été logique qu'Annabelle bénéficie d'une grande qualité d'image. Et pourtant, la lumière n'apporte aucune identité au long métrage, étant ici réduite à sa fonction la plus basique, éclairer. Analyse pertinente. Après, force est d'admettre qu'il est difficile de jouer avec l'éclairage lorsque celui-ci n'a pas grand-chose à montrer, si ce n'est des décors d'une banalité affligeante, dans laquelle évoluent des personnages qui le sont tout autant, pour le coup parfaitement interprétés, du moins si la volonté de Leonetti était de ne retranscrire aucune émotion. C'est une émotion, l'ennui? Ceux-ci sont interprétés par Annabelle Wallis, que l'on connaît davantage pour ses rôles dans des séries comme Les Tudors ou Peaky Blinders, et Ward Orton, que l'on connaît pour... Que l'on connaît pas. Vous l'aurez compris, l'immersion n'est pas la première qualité de ce Annabelle, Qualité que je cherche encore d'ailleurs. ce qui est fort regrettable car elle est selon moi l'élément indispensable à tout bon film d'horreur, celui qui à titre personnel me terrifie bien plus que n'importe quel jumpscare ou effusion de sang. Un autre atout de Conjuring réside dans sa faculté à effacer la frontière entre réel et surnaturel grâce à ses nombreux passages lorgnant avec le documentaire, renvoyant aux origines du cinéma occulte telles que la sorcellerie à travers les âges, et grâce à cette petite phrase loin d'être anodine. Le film crédibilise ainsi sa menace et les événements qui nous sont montrés, même les plus irrationnels, accentuant leur portée auprès du spectateur et, in fine, l'angoisse qu'il procure. C'est ce que l'on nomme l'insolitation. Une notion essentielle dans le cinéma occulte, Et donc totalement absent d'Annabelle. au même titre que celle de l'ambiguïté qui consiste à laisser le spectateur dans un état d'incertitude concernant l'origine de la menace. Une notion avec laquelle s'amuse Conjuring, Il y a toujours une explication rationnelle. sans toutefois pleinement l'utiliser comme certains films l'ont fait avant lui ou comme sa suite le fera, se contentant de retarder l'explication des origines du mal jusqu'à mi-visionnage, et ce avant un dernier acte qui gagne en spectaculaire ce qu'il perd en angoisse, puisque... Plus nous en savons sur quelque chose, moins nous en avons peur. Un comble puisque cette phrase est prononcée dans un film dont le but est précisément de donner une origine au mal que renferme la poupée dès la
la première moitié du récit. Une origin story qui, bon déjà n'en est pas vraiment une, puisque sa suite Annabelle 2, la création du mal, nous raconte la création du mal. C'est pas vraiment une suite du coup. Mais surtout qui vient atténuer sa portée horrifique dans les autres films du Conjuringverse, à l'instar d'une autre comédie sortie 4 ans plus tard. On peut donc légitimement se demander à quoi sert ce film. À faire du fric. Non, mais au moins, t'as ta réponse. Enfin, la réussite de Conjuring réside dans sa parfaite application d'un procédé narratif indissociable des films d'horreur et plus largement indissociable de nombreux récits, l'effet de gradation. Après une introduction qui nous plonge immédiatement dans l'horreur, le récit instaure progressivement sa tension au travers d'événements de prime abord anodins mais qui gagnent en intensité au fil du métrage. Des événements qui reposent parfois sur des classiques de l'horreur qui aujourd'hui n'effraient que les esprits les plus peureux. Eh oh, ton jugement, tu te le fous. Mais surtout sur des idées originales qui utilisent avec brio des éléments propres au film comme la richesse des lieux ou bien les interactions entre les personnages. Ainsi, l'issue de chaque scène est inattendue, accentuant cette tension qui, dans Conjuring, ne faiblit jamais, la menace ne laissant ici le moindre répit à cette famille, contrairement à de nombreux films du genre où elle se manifeste qu'à la nuit tombée, puisqu'être un démon est un travail à temps plein. Et pas de RTT, ni de congé payé. Néanmoins, une bonne idée sur le papier peut perdre tout intérêt si elle n'est pas retranscrite efficacement à l'écran. Heureusement, James Wan n'en est pas à son coup d'essai, puisque depuis sa consécration en 2004 avec le chef-d'œuvre Saw, sa réputation n'a cessé de croître avec des pépites horrifiques comme Dead Silence ou encore Inside Use, qui m'a offert le jumpscare le plus effrayant de ma vie de cinéphile. Oui, je l'ai déjà dit. Et alors ? Ne s'éloignant du genre qu'à de rares occasions pour le plus grand bonheur des fans de DC Comics ou de Fast and Furious. Et même si James Wan n'est pas le premier à se faire un nom dans ce genre, celui-ci a incontestablement marqué son époque comme l'ont fait Wes Craven, Dario Argento ou encore John Carpenter en leur temps. Et tu as vu Malignant ? Tu ne veux pas que l'on parle de Conjuring plutôt ? Car James Wan y fait une pleine démonstration de sa maîtrise des codes de l'épouvante, et plus largement du cinéma, instaurant un climat anxiogène grâce à la force de l'image, et notamment grâce à sa composition où l'emplacement de chaque élément ne relève pas du hasard. Oui, enfin, c'est juste un flic qui se sert à boire. À première vue, oui, mais ce plan nous indique surtout que la menace va frapper, d'où elle vient et surtout qui va en subir les conséquences, seul le comment reste à déterminer. Un comment avec lequel il s'amuse afin de tromper le spectateur pour, in fine, davantage le terroriser. Pour ce faire, il utilise sa caméra, Étonnant. avec une alternance entre des plans fixes qui ajoutent de la lourdeur à cette ambiance pesante et un steadicam pour nous faire vivre ce cauchemar au plus près des protagonistes, avec toujours ces mouvements de caméra qui me font leur petit effet typique des films de James Wan. De plus, il varie la manière de nous montrer le danger en optant d'abord pour du hors-champ, ne dévoilant la peur que sur le visage des personnages pour laisser libre cours à notre imagination, Du moins, pour ceux qui en ont. avant de nous l'imposer avec une brutalité aussi effrayante que déroutante, nous offrant de purs moments d'effroi, appuyés par de longs silences qui mettent en évidence les très bonnes compositions de Joseph Bichara, qui se cache ici là, et surtout le travail millimétré du sound design avec une spatialisation du son participant incontestablement à l'immersion du spectateur. De par le caractère imprévisible du scénario et de la mise en scène, Conjuring instaure un climat d'insécurité permanent, jongle entre moments d'angoisse et moments de terreur, ne laissant le spectateur reprendre son souffle qu'à l'apparition du générique. Et encore. Oui, car avec ses images d'archives glauques et sa musique oppressante, on n'est clairement pas sur la même ambiance qu'un poker rap. Bulle bizarre, Salamèche, gros lemme, Pikachu. Ça va? Vous avez réussi? Évidemment, trop facile. C'est pas grave, vous y arriverez. Mais si, j'ai dit oui. Du côté d'Annabelle, en revanche, aucun risque d'asphyxie, sauf si vous êtes allergique au mauvais film. Tout d'abord, oubliez l'effet de gradation, puisque le film opte pour un scénario en 2 parties. Une première qui pose les bases de l'intrigue, un peu comme une introduction qui s'éternise. Pendant 35 minutes. Une introduction avec bien évidemment tous les clichés du genre, type église, objet qui s'allume tout seul, mari absent, démon qui fait du popcorn. Ah non, ça c'est nouveau. Par contre, c'est complètement con. Des poncifs qui s'enchaînent mécaniquement au point d'en devenir absurdes. Car bon, autant je veux bien croire aux démons, car chez moi aussi il se passe des choses bizarres. Comme des portes qui claquent, toute seule. Par contre, personne ne me fera croire qu'un mari aimant pourrait offrir ce truc à sa femme. Mais c'est insensé. Je te le fais pas dire. Et pourtant, cette partie est incontestablement la meilleure du film, Ou du moins la moins loupée. puisqu'à la suite du déménagement, le rythme s'essouffle soudainement, ne devenant qu'une banale succession de scènes dont l'ordre importe finalement guère, nous offrant une histoire sans âme, Un comble pour un film sur un démon. et ce jusqu'à son climax final où
il se passe pas grand-chose. Jamais Annabelle n'arrive à créer une quelconque ambiance, incapable de générer de l'empathie pour eux là, ni d'utiliser la richesse des lieux comme a su le faire son aîné. Alors certes, ce changement de cadre au milieu de film offre un terrain de jeu plus restreint aux scénaristes, mais bon déjà... Fallait peut-être avoir une autre idée. Et surtout, d'autres films nous ont prouvé qu'il était possible d'instaurer la peur dans un appartement, dans une salle de bain, voire même dans un cercueil. Pour tenter de garder l'attention du spectateur en lui procurant sa dose de frissons, John R. Leonetti enchaîne à un rythme effréné les jumpscares. Puisque visiblement, il ne connaît que ça. Mais là aussi, ce n'est guère une réussite, ceci ne procurant que très rarement l'effet escompté, et ça, seulement si vous n'aviez pas vu la bande-annonce qui en dévoile une grande partie, m'amenant à la conclusion que les jumpscares, c'est comme les chasseurs, il y a le bon jumpscare et le mauvais jumpscare. Le bon jumpscare, c'est tout simplement celui qui arrive à nous faire sauter de peur, d'où l'appellation jumpscare. Anglais LV1. Et pour cela, il est nécessaire d'attendre le moment propice, celui où le spectateur est le plus vulnérable, quitte à le tromper en lui faisant croire que le danger est passé. C'est à cet instant précis, grâce à un timing millimétré, que la menace doit surgir. Un sursaut brutal qu'il est primordial d'utiliser à bon escient pour ne pas lasser voire agacer le spectateur, d'où l'importance de le délivrer avec parcimonie. Je sais toujours pas qui c'est. Bref, de bons jumpscares, c'est finalement tous ceux que ne sont pas ceux d'Annabelle. Outre le fait que la plupart d'entre eux se résument à des courants d'air à tel point que j'ai eu l'impression de voir un claquement de porte simulator, leur prévisibilité les rend totalement inoffensifs. Par exemple, là on s'y attend aussi, et là non, et justement il ne se passe rien. Comme pendant une grosse partie du film finalement. Et même si certains arriveront peut-être à vous procurer un ou deux sursauts davantage à cause de leur bruit assourdissant ponctuant le silence que de ce qu'ils nous montrent, il ne faut pas confondre surprise et effroi. Alors certes, ce procédé est aujourd'hui tellement courant qu'il est très difficile de se réinventer, mais déjà... C'est pas mon problème. Et surtout, le cinéma est une source inépuisable d'inspiration dont le réalisateur se sert pour de simples allusions, nous rappelant qu'il existe aussi des bons films. Et pour le coup, pas besoin de remonter dans les classiques du genre, puisqu'il suffisait de regarder, je sais pas, Conjuring par exemple. Toutefois, en dehors de ces jumpscares inefficaces, la mise en scène de John R. Leonetti tente un plan séquence sans réellement montrer grand chose, souffrant indéniablement de la comparaison avec celui de Conjuring, mais qui a le mérite d'exister et... C'est tout. Oui, car mis à part cette scène, la réalisation est d'une banalité affligeante, avec des plans qui s'éternisent afin de rallonger artificiellement la durée du film. Sans quoi Annabelle aurait été un court-métrage, et ça aurait été mieux. Ou qui panique à la première et unique scène où il se passe quelque chose. Alors, ajoutez à ça des successions de plans discutables comme cet enchaînement travelling, plan fixe puis retravelling, des faux raccords pour le plus grand plaisir de Michel et Michel, ou encore ce magnifique reflet de caméra qui m'a procuré plus d'émotion que le jeu des acteurs, et vous obtenez le meilleur film de John R. Leonetti. Et ce n'est guère un exploit puisque ses autres réalisations se nomment Mortal Kombat Destruction Finale, L'Effet Papillon 2, ou plus récemment I Wish Faites un vœu, dont la promotion s'appuie sur un argument efficace. Pour tous ceux qui n'ont pas vu Annabelle. Autant je reconnais son talent de chef-opérateur qui, au-delà des films de James Wan, s'est illustré sur des œuvres aujourd'hui devenues cultes, autant j'ai beaucoup de mal à comprendre comment des producteurs peuvent encore lui confier une caméra. Car on peut tromper 1000 fois 1000 personnes. Non, c'est pas ça. On peut tromper... Non. Vous l'aurez compris, Annabelle est indéniablement un film qui surprend. Bon, déjà, par sa médiocrité. Mais surtout qu'il surprend plus qu'il n'effraie. La faute à des jumpscares inoffensifs, au point que la scène la plus effrayante avec Annabelle n'est pas dans Annabelle. Difficile de rester éveillé pendant ces interminables 2h30 de visionnage. Il dure qu'1h38. Ah ben, c'est interminable quand même. La faute à un récit aussi fade que sa réalisation qui n'apporte absolument rien à l'univers, développant une histoire bien moins passionnante qu'une partie de Raid Shadow Legends. Vous aussi affronter des joueurs du... Attends, tu sais qu'on est toujours pas sponsor. Ah ben ouais, t'as raison. Bah, je disais donc on se chie quoi, au point que je me demande même s'il ne s'agit pas du pire film du Conjuringverse. J'aurais tendance à dire oui. Eh bien moi, j'aurais tendance à dire non. Faut vraiment qu'on se mette d'accord. Vu le désastre d'un point de vue critique, une suite n'était clairement pas envisageable, mais vu le carton d'un point de vue commercial, surtout en France où le film fut plus d'entrées que son prédécesseur, y a pas à dire, on a du goût. Deux suites verront le jour, dont un certain Annabelle la Maison du Mal, écrit et réalisé par Gary Doberman. Connais pas. Le scénariste d'Annabelle. Le film dont on parle aujourd'hui. Ah, bah, évidemment. Bref, si vous cherchez un bon film d'horreur avec une poupée, regardez Jeux d'enfants, regardez Dead Silence, regardez Le Journal de Barbie, mais passez votre chemin devant ce Annabelle qui ne m'a procuré qu'une seule peur, celle de voir le prochain film de John R. Leonetti.